Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série des interviews pour vous inspirer à être pleinement vous-même, à jouer l'authenticité pour une vie plus épanouie. Lors de ces interviews, des personnes généreuses, engagées dans l'évolution des consciences des personnes, viennent nous partager leur cheminement, leurs conseils pour réussir à être qui l'on est, tel que l'on est, avec authenticité, ce qui, dans bien des cas, est une des clés de leur succès. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'immense plaisir de recevoir une entrepreneure passionnée, une coach d'affaires brillante, Mélissa Normandin-Roberge. Bonjour Mélissa. Bonjour Véronique, merci beaucoup de et la belle invitation et la belle présentation. J'adore passionner, ça me parle. Oui, mais c'est comme ça que moi je te perçois en tout cas. Hmm. Donc, en tout cas, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, ça me touche beaucoup déjà. Et puis en plus, j'avais vraiment à cœur de te faire peut-être découvrir aux personnes de ma communauté qui ne te connaissent pas encore, d'avoir un petit peu accès à ton univers paillettes. Oui. Pour les personnes qui ne te connaissent pas, je vais te présenter brièvement. Toi, Mélissa, tu es coach d'affaires, tu es conférencière, tu es auteur du livre Né pour briller, pour ceux qui ne le Oui. connaissent pas encore. Magnifique livre, hein. Tu es aussi fondatrice de Paillettes Inc., une entreprise qui accompagne des centaines de femmes chaque année. Et tu es experte en paillettes. Donc un Oui. domaine d'expertise très convoité, n'est-ce pas? Est-ce que cette présentation assez succincte, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose? En fait, ça couvre pas mal. Puis maintenant, c'est comme si j'avais plus vraiment de définition de qui je suis, dans le sens où quand on me demande justement ce que je fais ou qui je suis dans la vie, j'essaie tellement maintenant de faire un peu exploser les limites ou les boîtes qu'on s'est tellement mis parce que on se définit par notre travail, on se définit par notre statut professionnel, par notre statut personnel aussi. Donc maintenant, ben, j'aime aussi dire je suis Mélissa, apprenez à me découvrir, mais l'experte en paillettes va toujours être cette espèce de titre-là qui est un peu mystérieux, qui en même temps, ben, personne ne peut faire ça parce que c'est juste moi qui l'ai créé, ce titre-là. Donc, ouais, toute l'unicité, je trouve ça très fascinant parce que quand on se définit par un statut, ben, on se prive de tout ce qui peut être à côté. Donc, vraiment, c'est une belle présentation globale, j'adore. Bon, parfait, merci. En fait, moi, Mélissa, je t'ai rencontrée il y a un an maintenant, vraiment par hasard, lors d'un de tes lives, et j'avais été vraiment touchée et surprise, en fait, de ta spontanéité, de ton authenticité que tu dégages, et même quand tu parles de choses très sérieuses, parce que tu es vraiment une coach d'affaires hyper compétente, et vraiment, je m'étais dit, mais comment elle fait ça? Et moi, ça m'a accroché en fait pour voir comment faire du sérieux tout en étant soi-même et en étant dans la spontanéité, sans chercher à correspondre à des codes, sans chercher à être qui l'on n'est pas. Et Oui. vraiment, j'avais envie de te recevoir aujourd'hui pour échanger autour de ce thème-là, justement, de l'authenticité, de l'importance et des bienfaits à être authentique, mais aussi peut-être des conséquences à ne pas l'être. Et puis surtout, ben, comment réussir à le rester, et ça dans toutes les situations, même quand on traverse des situations d'adversité, en fait. Mhm. Peut-être, si tu le veux bien, j'imagine qu'à l'heure actuelle, toi, tu as une très belle communauté, tu accompagnes vraiment des centaines de femmes. Peut-être ton cheminement, il n'a pas toujours été d'être une femme complètement alignée, authentique. Est-ce que tu pourrais nous partager un petit peu ce cheminement pour que... Oui, mais en fait, c'est particulier parce que quand on n'est pas nécessairement authentique, on ne le sait pas non plus. Oui, Il y a des fois cette prise de conscience-là de dire par la suite, avec du recul, de faire oh, ça, c'était pas moi, là. Ça, c'était vraiment pas moi. Donc, moi, c'est sûr que j'ai toujours été une entrepreneur depuis toute ma vie. En fait, je ne sais que faire ça. Moi, j'ai vraiment cette faculté-là d'avoir une idée. Je suis une visionnaire. Je pense que je suis vraiment dans la catégorie des visionnaires au niveau de l'entrepreneuriat. Il y en a qui vont être plus tactiques. Moi, je vais être vraiment, j'ai l'idée globale. Comment ça va se réaliser? Je ne sais pas vraiment. Je connais pas les étapes, mais je sais que ça va arriver. Donc, moi, je suis entrepreneur depuis l'âge de 18 ans. J'avais des écoles de musique à la base. Je suis une enseignante de musique. J'ai dirigé ces écoles-là pendant 15 ans. J'ai été productrice par la suite, ce qui fait que ça m'a emmené à vraiment travailler avec les plus grands artistes au Québec.
Et l'idée de paillettes, en fait, est arrivée justement parce que j'avais ignoré une partie de moi. La partie de qu'elle veut briller, qu'elle veut être sur une scène, je me cachais énormément en arrière de mes projets, en arrière de mes élèves, alors que la façon que j'ai fait justement pour revenir à qui je suis, c'est de revenir à l'adolescente que j'avais été. Et ma première réflexion a été, si j'avais rencontré Mélissa à 14 ans, 15 ans, qu'est-ce qu'elle me dirait? Est-ce qu'elle serait fière de moi? Puis la réponse avait été non. Là, on est vers 29-30 ans. Elle aurait été fière, oui, mais elle aurait en même temps dit, mais tu es en train de gaspiller ce que je t'avais demandé. Tu es en train de gaspiller les rêves que tu avais dans ta tête. Et là, j'ai commencé vraiment à me re-questionner et à dire, OK, qu'est-ce qui était non négociable? Qu'est-ce que j'avais envie d'accomplir? Qu'est-ce qui était jamais assez grand pour moi? Et Payette Inc. est vraiment né suite à ça. Maintenant, la réflexion que je fais quand on parle justement d'authenticité, mais surtout de... Je parlais de liberté d'être, c'est que j'ai compris qu'on se prenait tellement au sérieux, mais tellement au sérieux. Qui a demandé à ce qu'on soit sérieux? Puis moi, je pense que j'ai un peu le complexe de Peter Pan, c'est-à-dire que je suis une maman, pourtant de 3 beaux enfants, je suis une adulte qui paye des comptes et j'ai des responsabilités, mais je refuse de grandir. Je refuse de perdre cette naïveté-là sur la vie. Je refuse d'être sérieuse tout le temps parce que je me dis, si je suis dans cet état d'esprit-là, en fait, je pense qu'on a associé sérieux au mot rigueur et constance. Je suis quelqu'un d'extrêmement rigoureuse, extrêmement constante. Mais est-ce que ça peut être dans le plaisir? Mon Dieu, parce que en ce moment, je suis en train de vivre une journée qui ne reviendra plus jamais. Et ça vient vraiment me chercher quand on se dit, tu sais, puis des fois, là, cette entrevue est enregistrée, le 10 décembre 2020, mais le 10 décembre 2020 ne reviendra plus jamais. Demain, c'est terminé. Et nous, on est là à essayer de se prendre au sérieux, d'essayer de se donner plus d'importance qu'on en a, alors que la seule importance que j'ai aujourd'hui, c'est d'être Mélissa, qui vit sa vie un 10 décembre 2020. Donc, c'est quelque chose qui m'habite énormément, puis je me suis fait beaucoup juger, en fait, au départ, parce que comme je suis coach d'affaires, ben, je dois parler de rigueur et c'est sérieux, les affaires, puis c'est sérieux avoir une entreprise. Et moi, je n'achète plus cette idée-là, c'est terminé. On dit que ça prend des contrats pour travailler en affaires. J'ai aucun contrat avec personne. On dit qu'il ne faut pas mélanger la business et les amis. Je ne travaille qu'avec mes amis. On dit qu'il ne faut pas parler trop d'argent parce que c'est un peu tabou. Je parle d'argent continuellement. On dit que pour être une coach d'affaires sérieuse, on devrait porter tel type de vêtements et avoir les cheveux coupés au carré. Ici, aux États... Non, j'ai les cheveux longs, je porte de la paillette. Ce matin, je suis arrangée, mais pas trop. C'est comme ça que je vais vivre ma vie. Pourquoi est-ce que je serais plus sérieuse que ce que la vie attend de moi? Non. Ça a été facile de le mettre en place, hein, parce que là, il y a une belle prise de conscience, mais à un moment donné, même quand on fait cette prise de conscience, c'est pas si simple d'aller vers, déjà de se découvrir, de savoir vraiment qui l'on est, parce que on endosse facilement des rôles, surtout dans notre construction après l'adolescence. Et après, pour s'en défaire, parfois on croit vraiment à l'histoire qu'on se raconte et on ne sait plus vraiment qui l'on est. Comment tu as pu connecter ça? Ouais, non, ça n'a pas été facile parce qu'en fait, du moment où tu deviens vraiment qui tu es, moi, la Mélissa qui est présente dans les médias sociaux, ma famille vous confirmerait que c'est la vraie Mélissa qui dit exactement la même chose avec le même ton, avec le même sarcasme dans la vraie vie. Donc, quand on dévoile ou qu'on ose dévoiler réellement qui on est, pas juste sur les réseaux sociaux, là, dans la vraie vie, on est vulnérable. On devient vulnérable, on devient C'est facile d'attaquer la personne sérieuse que je suis. Parce que quelqu'un va dire, ah, elle est trop sérieuse. Moi, dans ma tête, je vais dire, ah, ben, pourtant, moi, je sais que je suis pas comme ça. Mais quand on attaque le côté foufou de Mélissa ou, ah, elle est complètement impertinente, et là, ça fait mal parce que je sais que c'est vrai. Je sais qu'il y a une part de vrai. Ce qui a été, en fait, vraiment mon élément déclencheur, ça a été ça de dire, et si j'allais à la rencontre de mon adolescente, moi, est-ce qu'elle serait fière d'être qui je suis ou est-ce qu'elle dirait, Arc, t'es devenue une adulte? Et à partir de ce moment-là, j'ai fait, OK, je me pose plus de questions, je vais qu'être dans cette quête-là, en fait, de me dire, je veux qu'elle soit fière de moi, même si c'est moi. Donc, je veux être moi fière. Et il y a vraiment l'espèce de... Je dis tout le temps que l'urgence n'existe pas, mais il y a une urgence de vivre qui existe à l'intérieur de moi, qui me dit à tous les jours, j'ai pas le droit de gaspiller une minute. J'ai pas le droit.
Donc, si je me fais chier à faire quelque chose que je n'aime pas, avec des gens que je n'aime pas, avec des projets qui ne me font pas vibrer, je gaspille ma vie. C'est non, c'est terminé. Donc, est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que c'est simple? Non. Mais est-ce que ça vaut la peine? Oui. Et alors, du coup, comment on fait pour... Parce qu'on peut avoir cette prise de conscience, de dire, OK, je ne veux pas gâcher ma vie, et pour autant, les peurs qui assaillent, ça fige, et on n'y va pas. On n'y va pas parce qu'on a peur du jugement, on a peur des critiques, on a peur de se planter. Comment tu as réussi à, ou quand ça se présente encore, qu'il y a des difficultés, ou tu n'oses pas parce que tu vas faire quelque chose qui n'est pas comme les autres, sur quoi, qu'est-ce qui te donne l'élan? Qu'est-ce qui te fait dépasser ta peur? Euh, il y a un truc très simple là, qui est tellement... Même des fois, je me dis, je peux pas croire que j'enseigne encore ça, mais c'est juste le un 2 3 go. T'as peur, t'as peur, tu sais pas ce qui va arriver, tu sais pas ce que la voisine va te dire, tu sais pas si ta famille va te juger. Puis moi, souvent, ça va être juste, OK, j'ai une peur, parfait, c'est mon impulsion, parce que je suis quelqu'un de très impulsif, mais c'est souvent mon impulsivité qui va m'avoir aidé, parce que je vais faire un décompte. À gauche, je pèse sur Enter, parce que là, je viens de faire un pause dans lequel je dis quelque chose qui est très personnel. Un, deux, trois, go, puis je m'en vais juste pour provoquer un peu cette espèce d'ultimatum-là. Ça, c'est un des trucs très simples à mettre en place. Oui, il y a de se questionner, mais je pense que plus on se questionne, plus on s'enlise dans quelque chose qu'on ne réalisera peut-être pas. Là où, par contre, j'aime me questionner, c'est qu'est-ce que je perds à ne pas le faire? Eh oui, Et j'aime me projeter dans le pas dans ce que je vais faire, mais dans ce que je vais devenir. Imagine ce que tu pourrais devenir si tu le faisais. Et dans les plus grosses décisions de ma vie, tu sais, ça fait maintenant 5 ans que je suis monoparentale. Ça a été difficile de me sortir de cette relation-là. C'est une relation qui était très malsaine, que je savais pas qui était malsaine à ah l'époque. oui, Mais je me disais, comment ça, je suis malheureuse comme ça? Ça n'a pas de bon sens, je suis vraiment malheureuse. Donc oui, à un moment donné, après 3 ans de réflexion, il y a eu le un 2 3 go, mais il y a eu aussi une écriture de moi à une lettre de ma future moi, où je me disais, imagine comment tu es actuellement. Tu es libérée, tu es heureuse, tu es avec tes enfants, tu es en train de vivre la vie que tu as toujours voulu. Tu sais, je me suis vraiment écrit au présent. Et c'est fou parce que j'ai relu d'ailleurs cette lettre-là il n'y a pas longtemps et c'est tout ce qui est arrivé. magnifique. Si je ne Effectivement. l'avais pas fait, je serais passée à côté de tout ça. Eh Oh oui. non, 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 Mm. non, 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 c'est... Et en même temps, on ne sait pas, peut-être que j'aurais rien réalisé de ce que je suis en train de réaliser. Mais j'aime beaucoup me dire, et si je voyais le futur et que je m'imagine un beau futur, pas le futur de, oh mon Dieu, qu'est-ce qui pourrait arriver, puis ça va être un beau futur. Et si je passais à côté de ça? Mon Dieu, non, 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 c'est impossible, impensable. Eh oui, ça te motive, Oui. ça nourrit ton élan. Et tu disais que c'était vraiment ta vision de quand tu étais adolescente. Pour autant, moi, il y a une petite question qui me titille, parce que parfois, quand on est adolescente, déjà, enfin, est-ce qu'on peut vraiment se baser sur la vision qu'on a de l'avenir ou de ce qu'on imagine? Parce que ben, ça dépend des adolescents, hein, mais parfois, il n'y a pas forcément une vision très mature des choses, sans parler trop de sérieux, mais ça peut nous emmener dans des choses parfois peut-être éloignées d'une réalité. Complètement loufoque et complètement ludique, oui. Et en même temps, la vision que moi j'avais qui était complètement loufoque, ludique et folle, je veux dire sur papier, mais, tu sais, où je le disais à mes parents à l'époque, ils faisaient Mhm. Ah oui, oui, bonne chance. Et on a eu cette conversation-là, Véronique, cette semaine, moi et ma mère, parce que moi, j'ai toujours dit à ma mère, à l'âge de 14 ans et 15 ans, pardon, j'ai toujours dit, en tout cas, moi, c'est sûr que je ferai pas le ménage chez moi. Je vais avoir une femme de ménage, puis elle va être là tous les jours, puis je vais avoir une cuisinière, puis je vais avoir ça. Et je m'entends encore le dire à ma mère parce que je détestais faire du ménage, je détestais ça profondément. Et ma mère m'a toujours dit, ah oui, ben j'espère que tu vas avoir l'argent nécessaire pour le faire parce que ça coûte très cher. Et aujourd'hui, c'est ma mère qui est la femme de ménage et la cuisinière et je la paye. C'est une employée de mon entreprise. Puis elle a dit ça cette semaine, elle dit, t'en rappelles-tu, hein? Elle dit, on avait juste oublié de préciser que ce serait moi la femme de ménage. Mais sur papier, moi, je rêvais de ça. Je rêvais de me promener à travers le monde. Je rêvais d'aller faire des conférences partout. Je rêvais d'avoir mon nom sur des salles à Paris. C'est ce qui est arrivé. Mais si Oui, j'avais écouté la vraie version de la société qui me dit non, c'est impossible, puis non, tu pourras pas arriver à faire ça, puis voyons, ça te prend une vraie vie, puis ça te prend... Ben, j'aurais jamais fait ce que j'ai fait.
Eh oui. Donc, à quel point, moi, je regarde mes enfants actuellement, j'en ai un fils de 15 ans, et Victor a ses rêves et c'est des rêves un peu loufoques parce que lui, il veut être un joueur professionnel de basket et tout, mais je suis qui, moi, pour lui dire non, ça sera pas possible. J'aime lui laisser croire que ça se peut. Ça se peut, écoute, je suis la preuve vivante que ça se peut. Mhm. Tu peux aussi te prévoir peut-être un autre plan. Tu peux. Mais si c'est ça que tu veux, parfait. Travaille, Oui. fonce et n'abandonne jamais parce que tu vas te le faire dire 1000 fois que ça sera pas possible. Donc, est-ce que c'est trop fou, trop ludique? Les plus grands rêveurs de ce monde se sont fait traiter de fous, Oui. mais ils ont eu raison. Oui. Oui, oui. Ce qui est aussi à prendre en compte, c'est qu'on peut avoir des rêves, aller vers ces rêves-là. Enfin, c'est pas juste un rêve et puis on attend que ça arrive parce qu'on l'a marqué sur un papier. Ça demande quand même, j'allais dire, du travail, d'aller vers d'un cheminement. C'est pas juste, voilà, le noter dans un joli cahier et dire, hop, ça va l'attirer, ça va. Et notre notion de ce qu'on voulait à 15 ans et 16 ans est très différente pour tout le monde. Tu sais, moi, je regarde, j'ai une amie depuis justement cet âge-là. Elle rêvait de devenir dentiste. Elle rêvait, c'était son rêve ultime, et elle est dentiste. On n'a pas la même définition de qu'est-ce qu'un rêve. Est-ce qu'un rêve doit être absolument à grande échelle? Non. Mais je pense que de se rapprocher de qui, quand on était adolescente ou enfant, on se posait pas la question sur qu'est-ce qui nous faisait vibrer. Ça nous faisait vibrer, point. Ce groupe de musique-là me fait vibrer, ben, je vais le mettre dans ma vie de plus en plus. Mais là, parce qu'on devient adulte, ah non, j'ai pas le temps d'écouter de la musique, j'ai pas le temps de danser le soir dans mon salon parce que j'ai la vaisselle à faire. C'est plus de ce type-là de se dire, quand j'avais 15 ans, ça me faisait vibrer. Comment ça, je l'ai oublié? Comment ça, j'ai mis ça de côté sous prétexte que ça, c'est devenu sérieux? C'est Plus ça. intéressant parce que c'est pas quelque chose non plus qu'on apprend à l'école, ça. Qu'on nous dit, ben voilà, à partir de tel âge, ça se passe comme ça. Puis à partir de, t'es marié, t'as des enfants, maintenant tu fais plus ça et tu fais ça. C'est comme si c'était un peu inné de rentrer dans un comportement, d'être sérieux et de perdre sa connexion à soi quelque part. C'est quand même surprenant. Raconter, j'ai été enseignante, hein. J'ai été enseignante pendant 5 ans dans une école primaire, donc avec des petits. Et qu'est-ce qu'il y a de moins sérieux que des enfants? Je veux dire, des enfants, ça se pose pas trop de questions à savoir comment on doit s'habiller, comment on doit, peu importe. Et la façon, parce que moi, ce que j'observais, que ça venait vraiment jouer avec mes valeurs, parce que j'ai une valeur de liberté très, 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 très présente et je l'ignorais. En fait, souvent, j'allais très, très, je l'ai mis de côté, justement, sous prétexte qu'à un moment donné, c'est pas comme ça la vie. Et on faisait prendre le rang aux enfants. Je ne sais pas si c'est comme ça encore en Europe, mais nous, ici au Québec, les enfants prennent leur rang. Quand la cloche sonne, ils doivent être en rang et là, ça devient sérieux. Puis ils doivent être en silence, puis ils doivent rentrer dans l'école en silence. Puis moi, je trouvais ça d'une aberration. Et j'avais instauré en fait que les enfants, au lieu de prendre leur rang, l'objectif, c'est d'être en silence. Au lieu de prendre leur rang, ils jouaient aux agents secrets. Donc, ils longeaient les murs, fallait pas qu'ils se fassent voir. Et j'avais été rencontrée par ma supérieure qui m'avait dit, non, c'est pas comme ça, on doit prendre le rang, c'est sérieux. J'ai mais l'objectif ultime, c'est qu'ils soient en silence pour pas déranger tout le monde parce que je suis consciente qu'il y a des règles de société à observer. Ce qu'on attend des enfants, c'est qu'ils soient en silence. Ils sont en silence, mais ils ont du plaisir à être en silence. Et non, ça n'avait. Fait que ça, c'est encore des choses d'ailleurs qui viennent me chercher beaucoup, même quand mes enfants me rapportent ah ben là, aujourd'hui, il fallait être vraiment sérieux. Vous êtes des enfants. Est-ce qu'on peut être dans le plaisir, s'il vous plaît? Juste un peu de plaisir dans une journée. Un peu. Peut-être pas toute la journée, je comprends, mais un peu au moins. Oui, ça n'empêche pas. Parfois même ça aide. Ça Oui, aide. absolument. Je suis beaucoup plus productive quand je suis dans un lâcher prise, dans ma créativité, dans sortir du cadre. Je suis beaucoup plus productive que si on me dit, voici ce qu'il faut que tu fasses. Là, ça m'empêche, ça me met une limite. J'ai vraiment l'impression que tout ça, en fait, ça demande vraiment une conscience, en fait, dans ce qu'on fait, au moment où on le fait, de se reposer la question quand même. Mais je le fais comme ça, pourquoi? Est-ce que ça atteint l'objectif? Est-ce que je ne peux pas l'atteindre autrement? Mais comme tu parles de l'exemple, là, l'objectif, c'est de rentrer en silence, peu importe la forme que ça prend, en fait. Et bien souvent, on ne se pose pas de questions, en fait. On a appris à le faire d'une certaine façon, donc on continue à le faire comme ça, même si ça ne nous convient pas vraiment, en fait. Exact, exactement. Toi, tu accompagnes beaucoup de femmes, Mélissa, maintenant un peu plus d'hommes, hein, il me semble, hein. Oui, quelques-uns. Quelques-uns
qui se rallient en fait peut-être à cette dose de paillettes là. Absolument. Qu'est-ce que tu as remarqué en fait? Qu'est-ce qui empêche le plus les femmes en fait d'oser d'oser connecter qui elles sont et le révéler quelque part? Parce que tout le monde a cette capacité en fait. Qu'est-ce C'est qui la peur d'être, en fait, la peur d'être visible, mais au-delà d'être visible, c'est la peur du jugement. ouais. Mmh. J'ai toujours des frissons. En fait, quand j'enseignais à des enfants ou des adolescents et qu'ils avaient un talent musical, parce que c'était ce que je faisais, je leur disais toujours, tu n'as pas le droit de priver les gens de ton talent. Et aujourd'hui, tu n'as pas le droit de priver les gens de qui tu es. Je trouve que ça vient vraiment me chercher, ça me réémotive encore plus depuis quelques semaines parce que même moi, j'ai vécu une grosse tempête personnelle dans laquelle je me suis cachée parce que j'avais pas honte, mais je savais que j'allais être pointée du doigt. Je savais que la réussite que j'ai ou ce que je suis ou le fait que j'allie justement mon entreprise avec mes enfants, qu'il y a une espèce de dichotomie dans la société qui fait que ça peut pas être ensemble et je me cache des fois derrière ça, derrière ce principe qu'on a acheté là d'une mère qui doit être une mère et non pas nécessairement quelqu'un d'ambitieux. Mais moi, quand je vois les femmes et que je vois ce que j'ai été capable de construire, c'est ce que je souhaite à toutes les femmes, d'être capable d'avoir exactement la vie qu'elles souhaitent avec les personnes qu'elles souhaitent autour d'elles. Mais pour ça, il faut accepter que oui, il y a des gens qui vont le juger. Et ça fait mal se faire juger, pas parce que on tient compte d'une opinion, mais parce que ça nous renvoie à des vieilles blessures, ça nous renvoie à des trucs qui font viscéralement mal. Mais il y a tellement de femmes qui s'empêchent, il y a tellement de femmes qui ont peur de déranger, il y a tellement de femmes qui se cachent en arrière de leur famille, de leur mari, euh, au détriment de plein de choses. Je pense que c'est vraiment un des plus grands blocages. Et l'accès à l'abondance slash ambition, on ne nous a pas, non seulement on ne nous a pas enseigné que c'était OK, mais on a dévalorisé le fait que les femmes puissent avoir accès à une puissance. Puis là, une puissance, je peux dire une puissance financière, mais une puissance. Et je lis énormément là-dessus, Véronique, depuis quelques temps, puis le discours très féministe, mais il y a quelques centaines d'années, on brûlait les femmes qui ont un discours comme le mien et Oui. brûlait sur un bûcher vif. Et encore aujourd'hui, on essaie de les faire taire. Une femme qui va dire qu'elle veut avoir un pouvoir, c'est pas un pouvoir pour écraser les autres, c'est un pouvoir pour prendre son propre pouvoir. On va éteindre des victimes de viol, on va étouffer des victimes de femmes qui ont subi des violences conjugales. On ne veut pas que les femmes prennent leur pouvoir. Si on regarde les plus grands postes planétairement, ce ne sont encore pas des femmes qui les occupent. Oui. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'on a peur. On a peur que si on va là, on va passer pour des râleuses. Si on va là, on va... Et on est tellement différentes aussi. On n'est pas mieux que les hommes, pas du tout. Mais on est différentes. On est Oui. tellement différentes. Donc, je pense que les femmes ont peur, au-delà du jugement aussi, ont peur de leur propre pouvoir. Oui. Vraiment. Mais oui, c'est bien dommage. C'est bien dommage. C'est dommage parce qu'on passe à côté, encore là, je reviens à ça, on a une vie à vivre. Une Oui. seule. En Oui. théorie. Peut-être qu'il y en a Mhm. d'autres. Mais en théorie, cette vie-là, c'est la seule qu'on va vivre. Et on est là à essayer de se cacher. Ça Mhm. va aussi loin que combien de femmes je vois qui se cachent en dessous de plein de couches de vêtements. Oui. Qui vont mettre 2, 3, 4 couches pour être certaines qu'on ne voit pas leur courbe, pour être certaines qu'on ne voit pas leur féminité, pour être certaine qu'on ne les accuse pas de se dévoiler. Alors que c'est tout à Oui. fait normal de se dévoiler, d'être qui on est. Mais oui. Mhm. Je Mais pensais oui. pas aller là ce matin, mais je suis là. Eh ben voilà, on y est. On y est. On y est. Oui, mais c'est ça en fait. C'est vraiment se révéler, c'est oui, se dévoiler en fait. Juste être. Juste être. C'est Juste être. quand je réfléchis à ça, c'est toujours, je suis toujours un peu surprise ou je me dis c'est la chose la plus simple qui est la plus difficile à atteindre. Parce qu'il n'y a rien à rajouter, il y a juste à être et c'est ce qu'on arrive le moins bien à faire. On est compliqué quand même, hein, on est compliqué. Ah, c'est pas simple. C'est jamais simple. Mm-mm. Et c'est vraiment ça. Mais moi, ce que je dis aux personnes que j'accompagne aussi, c'est vraiment, mais
il faut le faire pour soi, il faut le faire aussi parce qu'on est mère, parce qu'on est des exemples pour les autres. Et c'est plus on va être nombreuses à le faire maintenant, plus ça va donner l'élan aux filles et aux femmes qui arrivent derrière. Et on a aussi notre part de responsabilité dans ça en tant que femme, en tant que mère, de faire avancer. Et puis, je pense que moi, souvent, quand j'ai des mamans, etc., en accompagnement, je leur dis, mais est-ce que c'est l'exemple que vous avez envie de donner à votre fille? Est-ce que vous avez envie qu'elle vive ça, qu'elle fasse semblant, qu'elle n'ose pas? Parce que ça fait partie de notre responsabilité d'éducateur, de parents aussi. Donc, Absolument. Et ça va se faire par l'exemple. J'ai ce genre de discours-là, évidemment, avec ma fille. J'ai deux filles, j'ai une fille, deux garçons, mais je suis beaucoup plus dans l'exemple. Donc, quand, par exemple, j'ai justement, et ça a été un combat là, pendant des années, et ça l'est encore parfois, je prends du temps pour moi maintenant, chose que je ne faisais pas avant. Je prends du temps pour moi. Maintenant, je quitte une fois, 2 mois environ, je vais faire un 24 heures ou un 48 heures avec des copines ou juste moi pour aller réfléchir. Et avant, là, ça m'arrachait le cœur. Je me disais, je peux pas faire ça. Je suis une mère. Ma place est auprès de mes enfants. Et ma fille a beaucoup de difficultés quand je pars. Mais ce que je lui disais dernièrement, puis je disais, Marose, je comprends que ça te fait de la peine. Je comprends que tu n'aimes pas ça. Mais je suis en train de t'expliquer et juste de te montrer par mon exemple que quand toi, tu vas avoir des enfants, parce qu'un jour, ça va arriver. Ta vie n'est pas finie, là. mais oui. Ta Mhm. vie n'est pas terminée, puis je veux que tu te prennes ce temps-là pour toi, puis je vais être la première à vouloir garder tes enfants, puis à te le dire, c'est correct. C'est correct, Minou, que tu puisses y aller, parce que ça prend ce moment-là. Je ne suis pas qu'une mère. Je Mais oui, suis Mélissa. Et Mélissa a plusieurs sphères dans sa vie. oui, oui. Et puis de pas être de se renier complètement, de se donner, ou comme si c'était pas un sacrifice, mais comme si on était dévoué à un rôle, alors que non, en fait. On a acheté cette idée-là, hein? On a acheté l'idée que être une mère, c'est beau de faire des sacrifices. Oh, non, 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 non. Moi, je t'ai prêté mon corps pendant 9 mois. Déjà. Je t'ai prêté une grosse journée de contraction. C'est super. Maintenant, je suis ta mère, mais je suis aussi une femme. Ah Et oui, ça, on va concilier les deux. Parfois, je vais être vraiment, vraiment, vraiment juste une maman. Et parfois, hey, je vais avoir hâte de m'en aller pour aller faire un petit 24 heures avec mes amis. Si ça va me ressourcer, puis ça va me ressourcer. Parce que si je dénature et que je cache cette partie-là de la femme en moi, je suis en train de me priver de qui je suis. eh oui. C'est pas Mhm. mieux, là. C'est vraiment pas mieux. Non, c'est certain, c'est certain. En tout cas, moi, je trouve, tu es sans doute très inspirante pour tes enfants, mais moi, je trouve aussi en tant que coach, etc., moi, ce que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est justement toute cette authenticité dont tu fais preuve, parce que moi, je trouve que quelqu'un qui est là pour enseigner, pour transmettre, c'est important d'avoir les compétences, la technique, etc., mais je trouve quelque part que c'est même encore plus enrichissant, plus impactant, la qualité d'être, de montrer l'exemple. Et Oui. je trouve que, en tant qu'accompagnatrice, c'est quelque chose qui est vraiment aussi important parce il y a beaucoup de personnes qui sont très compétentes, qui transmettent beaucoup de choses, mais qui ne sont pas forcément ni dans leur spontanéité, ni dans leur vulnérabilité. Et je trouve qu'il manque quelque chose. Et c'est vrai donc quand on est dans le domaine professionnel, mais c'est encore plus vrai dans la vraie vie, en fait, dans le domaine personnel, dans le domaine, voilà, en tant que parent. Et moi, j'ai vraiment à cœur d'accompagner les gens vers ça. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de te recevoir, pour que les gens ils aillent aussi peut-être te découvrir un peu plus loin, parce que vraiment, tu as tellement à partager, c'est tellement enrichissant de te suivre. Moi, j'avoue que enfin, ça m'apporte tellement que, enfin, voilà. Mon Dieu, merci. Merci beaucoup. Puis, tu sais, je pense qu'en fait, là, c'est juste la vraie question qu'on peut se poser au-delà de tout ce qu'on s'est partagé, Véronique, c'est juste de se dire, est-ce que je suis cohérente actuellement avec moi? Si je me sens toujours à gauche, à droite, puis que c'est laborieux, c'est pénible, on appelle ça un désalignement. C'est juste que ton axe est ici et tu devrais être juste sur ton axe en cohérence. Si tu es à gauche ou à droite, tu n'es pas en cohérence. Si pour toi, danser dans ton salon, c'est quelque chose d'important, danse dans ton salon. Si pour toi, d'aller t'entraîner à tous les jours, alors que les gens disent, oui, mais il faudrait peut-être que tu diminues l'entraînement pour t'occuper de tes enfants, va t'entraîner à tous les jours. Si pour toi, c'est être une maman à la maison, puis tu es bien dans ce rôle-là, tu es vraiment... Parce que ça aussi, il y a quelque chose de particulier. On évolue et on change. Et notre ancienne version de nous va mourir à un moment donné pour donner une autre version. Moi, dans le rôle de maman à la maison,
avec mes bébés. Mon Dieu, j'étais heureuse, heureuse, heureuse. Jusqu'à un jour où je fais, ah, tiens donc, non, ça me nourrit plus. C'est tout. C'est correct. Oui, oui, oui. Et c'est aussi être en cohérence, c'est aussi avoir le courage, l'honnêteté quelque part de s'avouer, ben oui, avant c'était ça, maintenant c'est autre chose. Et c'est toujours Exactement. mieux, en fait. Pas avoir Exactement. peur de montrer une autre facette parce qu'on évolue en fait. Oui. C'est vraiment ça. Mélissa, merci beaucoup pour cet échange. En fait, est-ce que si tu avais un seul conseil ou un secret à partager là, aux personnes qui vont nous écouter, bon, il y a le 1, 2, 3 go là, et puis on y Oui. va. Il y avait une seule chose à partager. C'est ma phrase, en fait, maintenant, qui est ma phrase d'ancrage. C'est plus rien ni personne ne va m'empêcher de briller. Je me pose pas de questions à savoir qu'est-ce que je dois faire, qui je dois être, comment. Voici ce que je veux faire. Voici ce que je vais faire. Voici qui je suis. Voici qui je suis. Il n'y a rien ni personne, y compris moi, qui doit s'empêcher de briller. Souvent, on est notre pire ennemi, hein, en fait. Oh oui. Oh oui. Mélissa, où est-ce que les gens peuvent te retrouver, toi? Sur ma page Facebook, Mélissa Normandin-Roberge, conférencière et coach, contenu autant entrepreneurial que développement personnel. Sinon, sur mon groupe Facebook, Faites briller votre potentiel, qui est un groupe vraiment très, très entrepreneurial, donc pour les femmes qui ont des entreprises et les hommes aussi. Et sur Instagram, YouTube, mon nom aussi, et sur Instagram, Mélissa Normandin-Roberge, là où mon contenu est le plus drôle, à mon avis, parce que dans mes stories, je suis vraiment très drôle. Fait que c'est là qu'il faut aller quand on a envie de rire. C'est plus là. De toute façon, je mettrai tous les liens sous la vidéo. Merci infiniment hein, pour cet échange, Mélissa. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ces partages vont vraiment trouver une place toute particulière dans votre vie, dans votre cœur. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo, je serais vraiment ravie de vous lire. N'hésitez pas à liker et surtout n'hésitez pas à partager. Si vous connaissez des personnes qui ont besoin d'entendre ce message, d'avoir l'élan d'être plus authentique, plus aligné avec elles-mêmes, partagez. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de ces interviews pour vous inspirer à oser être pleinement vous-même. Merci à tous. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Bye bye. Bye Mélissa. Bye Merci. bye, merci.